À la une de cette édition, Ecobank Côte d'Ivoire et la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire ont signé un accord stratégique de 2 ans. L'accord porte sur la transformation du secteur agricole ivoirien à travers un accompagnement via des solutions et des services digitaux de la banque. Des administrateurs de la Direction générale de l'énergie, en collaboration avec la coopération allemande, ont mené une campagne de sensibilisation dans les supermarchés de la ville d'Abidjan. L'objectif est de réduire les dépenses énergétiques lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et puis, le secrétaire général de la Confédération africaine de football était face à la presse ce 21 décembre à Abidjan. Il s'est exprimé sur le refus de 2 équipes qualifiées pour la CAN 2023 de séjourner dans les cités Cannes. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Ecobank Côte d'Ivoire et la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire ont signé mercredi 20 décembre 2023 à Abidjan un accord stratégique de 2 ans. Cet accord porte sur la transformation du secteur agricole ivoirien à travers un accompagnement via des solutions et des services digitaux de la banque. Pierre Tebeu pour en savoir davantage. Cet accord entre Ecobank Côte d'Ivoire et la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire est le début d'une transformation profonde du secteur agricole ivoirien. La Banque panafricaine en Côte d'Ivoire veut redynamiser le secteur agricole en facilitant un accès aux outils financiers modernes. Elle veut être pour les agriculteurs un partenaire engagé dans la croissance durable et l'innovation. Un partenariat salué par les 2 parties. Nous voulons utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui la connaissance qui est développée par les agritech et prendre cette connaissance-là et essayer de voir comment est-ce qu'on peut accompagner le secteur agricole dans sa digitalisation. Nous sommes heureux de voir que pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, un des grands axes aujourd'hui, c'est la digitalisation. Nous voulons donc embarquer l'agriculture dans cette digitalisation, utiliser l'expérience de Ecobank qu'elle a eue dans les 33 pays dans lesquels elle est présente pour essayer d'accompagner aujourd'hui l'agriculture de Côte d'Ivoire vers une digitalisation. Le secteur agricole national entend saisir cette perche tendue par Ecobank Côte d'Ivoire pour se moderniser davantage. Dans le monde agricole, on est un peu souvent frustré parce que c'est le seul métier au monde qui, bien adressé, donne 700 fois ce que vous lui donnez. Quand vous allez au champ, vous jetez un grain de riz, le grain de riz vous retourne 700 fois ce que vous lui avez donné. Et pourtant, malgré toutes ces performances-là, pourquoi on est regardé aussi mal? Mais chaque société a ses standards et tout ça. Et il faut pouvoir rentrer dans les standards modernes. En concentrant leurs efforts sur plusieurs aspects clés, tels que l'inclusion financière, l'accès au financement, les solutions de paiement numérique, la formation et autres initiatives, les 2 entités entendent soutenir une croissance moderne et durable du secteur. Par cet accord, Ecobank s'inscrit dans une vision visant à soutenir l'innovation dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Parlons à présent d'efficacité énergétique. Des administrateurs de la Direction générale de l'énergie ont investi les supermarchés de la ville d'Abidjan en vue de mener une campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière d'efficacité énergétique. Une campagne qui s'est tenue avec la collaboration de la GIZ, la coopération allemande, dans l'objectif de réduire les dépenses énergétiques lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Garder sa climatisation entre 24 et 26 degrés, éteindre les multiprises des interrupteurs ou régler le thermostat du réfrigérateur, des éco-gestes auxquels devront s'accoutumer les populations pour réduire leurs factures d'électricité et leurs dépenses d'énergie. Une mission que s'est donnée la Direction générale de l'énergie, dont les agents ont envahi les espaces des hypermarchés d'Abidjan pour sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques en matière de gestion d'énergie.
Donc cette semaine de l'efficacité énergétique consiste dans un premier temps à rencontrer les hôteliers à travers un atelier où nous leur expliquons la réglementation en matière d'efficacité énergétique. Et nous leur expliquons également les bons gestes à respecter dans leurs établissements pour économiser de l'énergie. Ensuite, nous rencontrons la population pour leur expliquer également les bons gestes pour économiser de l'énergie. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes aujourd'hui à Cosmos, pour rencontrer la population, pour leur expliquer les bons gestes pour économiser de l'énergie. Donc nous ciblons 3 équipements principaux, les réfrigérateurs, les climatiseurs et puis les lampes. Initiée avec la collaboration de la coopération allemande GIZ, cette campagne de sensibilisation s'est tenue dans le cadre de la semaine de l'efficacité énergétique qui a visé hôtels et grandes surfaces des villes qui abriteront la Cannes 2023. Objectif, réduire les dépenses d'énergie pendant cette période de grande affluence. On ne sait pas comment utiliser le courant, pourquoi souvent c'est élevé. Donc lorsqu'il y a ce genre de colloques-là, ça nous permet vraiment de pouvoir nous regarder et voir comment... Oui, actuellement, j'ai appris certains conseils ce matin, il y a des trucs que je ne savais pas du tout. Très souvent, je laissais ma télévision m'allumer et puis je venais m'asseoir à l'extérieur. Voilà. Donc c'est des trucs que j'ai pu reprendre. L'étape d'Abidjan vient après celle de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro, où les équipes de la Direction générale de l'énergie ont mené des campagnes de sensibilisation. Les initiateurs de ce programme entendent poursuivre d'autres actions afin que ces réflexes de bonne gestion de l'énergie restent dans l'ADN des populations en Côte d'Ivoire. Note sur la bonne gouvernance. Lancé en septembre 2020, le projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle de Côte d'Ivoire a pris fin récemment. Financé par Expertise France, le projet a permis de renforcer les capacités des institutions de contrôle afin de lutter contre la corruption. Le commentaire de Koné Nanourgo. C'est le club de fin du projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle de Côte d'Ivoire, PACC. À cette cérémonie de clôture, c'est aussi l'occasion de dresser le bilan. La première composante, c'était l'appui à l'opérationnalisation du dispositif de contrôle et de l'audit interne. Cette partie du projet a été marquée par l'élaboration du cadre de référence de l'audit interne de l'État et l'opérationnalisation de l'unité de coordination et d'harmonisation qui ont contribué à l'harmonisation du contrôle et de l'audit interne dans l'administration ivoirienne. Un impact positif a été noté en renforçant les capacités des auditeurs et de l'Inspection générale des finances. Formation de 50 magistrats de la Cour des comptes sur la certification d'État. Formation de 60 acteurs de passation des marchés publics sur le traitement de la corruption. L'accompagnement de la HABG dans le renforcement de sa stratégie de sensibilisation sur la corruption avec 35 localités visitées et plus de 4000 personnes touchées. Autant d'activités qui ont permis l'installation de 50 plateformes anticorruption réparties sur toute l'étendue du territoire. Un bilan reluisant au grand bonheur de l'État ivoirien, représenté par le ministre de l'économie et du budget. En effet, le projet a contribué significativement au renforcement des capacités institutionnelles, à la promotion de la transparence, de la responsabilité et à l'amélioration de la coordination entre différentes institutions. Je tiens donc à remercier tous ceux qui ont œuvré à la matérialisation de ce projet. Le PACC a été lancé en septembre 2020 grâce à un financement de plus d'1 milliard de francs CFA de Expertise France. Au Salon de l'architecture et du bâtiment 2023, Archibat 2023, le spécialiste de la transformation de l'acier, de l'aluminium et de la conception de matériel de construction. Universel Industries a marqué sa présence. L'entreprise innove dans le secteur avec des matériaux qu'elle a présentés à ce rendez-vous du bâtiment. Ils promettent de répondre aux défis d'une architecture moderne et durable. Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Elle a une fois de plus répondu présente à l'un des plus grands rendez-vous africains des acteurs du bâtiment. Pour sa 6e édition à Archibat, le groupe Universel Industries, spécialiste des matériaux de construction, apporte son innovation. Pour cette édition, l'entreprise expose une charpente assez particulière
un matériau en acier capable de remplacer le bois de construction, un produit qui se veut écologique avec une durée de vie défiant l'immortalité. Le kit charpente métallique est l'innovation majeure de Universel Industries à Archibat 2023. Le kit est fourni avec toute l'expertise mise en place par la société, allant du plan jusqu'à la livraison du projet. 2023, nous avons décidé de proposer un produit innovant parce que nous avons fait le constat avec l'État de Côte d'Ivoire qu'il n'y a plus de forêt et qu'il fallait repenser une autre manière de construire. Désormais, nous avons mis sur le marché et ce produit que vous allez voir derrière moi, c'est un produit qui est en plein lancement. Ce sont des kits charpentes métalliques. Ce produit remplace valablement le bois. Il joue le même rôle que le bois, mais plus, parce qu'il est un produit à vie. C'est de l'acier galvanisé qui ne s'effrite jamais. Donc, quand vous avez ce matériau, vous pouvez construire votre maison en paix. On peut vous garantir 100 ans, c'est de l'acier. On peut le démonter et le reconstruire où on veut, 50 ans, 30 ans, 100 ans après. Pour cela, nous avons fait un reboisement l'année 2022 en collaboration, en partenariat avec la Sodifort. Cette année 2023, nous avons fait 20 hectares et 2024, on fera encore 20 hectares. Juste pour donner l'exemple et passer un message poignant à la population de ce qu'il n'y a plus de forêt, il faut se tourner vers des nouveaux matériaux pour la construction qui se veulent économiques, durables et pas trop chers. Universel Industries a tenu à remercier ses visiteurs et partenaires avec un buffet ouvert et gratuit à l'ensemble des participants de cette édition de Archibat. Il faut dire que la société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits métallurgiques pour la construction. Ouvrons une page pour parler de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football était face à la presse ce 21 décembre 2023 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Entre autres sujets abordés, la question des cités CAN prévues pour les équipes qualifiées. Face au refus de 2 équipes d'habiter dans ces cités, Véron Mosengo Omba s'est voulu très clair sur le sujet. On l'écoute. Je suis allé 3 fois à Bouaké, c'est une magnifique ville. C'est mon stade préféré, le stade de Bouaké, si je peux le dire. S'il y a une équipe, s'ils veulent, ils peuvent habiter sur la Lune et puis viennent jouer, ça pose aucun problème. Ils peuvent aller habiter là où ils veulent, mais à l'heure du match, il faut être là. Ouais, oui, donc ils ont préféré ne pas habiter à Cité Cannes. Ça, c'est leur problème. Qu'il a habité là où il veut, mais à l'heure du match, il faut être là. Vous dormez mieux que dans certains super hôtels de la place. S'ils ne veulent pas, on ne peut pas les forcer. Alors, c'est les mêmes... Messieurs, lors des Jeux Olympiques, des villages olympiques, si une équipe ne veut pas dormir dans le village olympique, à Paris, il veut aller Georges V, monsieur, allez-y. Mais nous, la classe, le confort de ces cités, franchement, on va faire porte ouverte. Vous allez visiter ça pour nous. La Côte d'Ivoire veut se donner les moyens d'organiser la plus belle Coupe d'Afrique des Nations. À quelques jours du coup d'envoi, ce sont des projets ambitieux qui se mettent en place pour faire vibrer toute l'Afrique. L'un de ces projets se nomme Abidjan Laguna Show, un espace qui sera dédié au public pendant toute la période de la CAN. Nos reporters Ange Assémian et Marius Seri ont été témoins de la présentation du projet Abidjan Laguna Show. La lagune ébriée va danser au rythme de la CAN en Côte d'Ivoire grâce à un projet qui va faire vibrer toute l'Afrique. Son nom, Abidjan Laguna Show. Une expérience qui sera vécue pour célébrer la grandeur, la diversité et la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Ça fait notre deuxième organisation 40 ans après, donc il faudrait que ce soit vraiment la CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ce ne sera pas une CAN, mais ce sera la CAN. On souhaite prendre cette coupe, mais c'est vrai, on veut prendre cette coupe
Mais la meilleure et la plus grande coupe que nous voulons prendre, c'est la meilleure organisation de toutes les CAN qui auraient pu exister en Afrique. 4 principaux formats d'activités seront à découvrir. Une fontaine musicale de 200 mètres carrés avec un spectacle de lumière et de son, un écran géant d'eau de 264 mètres carrés qui va permettre de projeter les vidéos, un concert par jour avec des artistes locaux et internationaux, sans oublier la gastronomie ivoirienne qui sera à l'honneur. Donc c'est un concept qu'on met en œuvre sur toute la période de la CAN, donc du 13 janvier au 11 février, tous les jours sur ce site, on aura donc Abidjan Laguna Show. Alors on veut appeler tous les Ivoiriens à venir au Abidjan Laguna Show. Ce sont 25 000 personnes qui sont attendues sur la place d'Abidjan Laguna Show. L'accès du site est à 10 000 francs le jour. La sécurité sera plus que garantie selon les organisateurs. À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les populations ont été invitées à adopter un comportement éco-citoyen pour un cadre de vie sain lors de la cérémonie officielle de remise d'un important lot d'équipements d'entretien. La remise intervient dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le dispositif de salubrité va aider la cité du Poro, ville haute de la CAN 2023 à rester agréable. Ouattara Daouda et Marie-Christelle Zogui pour le commentaire. Cet impressionnant arsenal additionnel comprend des engins de type camion tasseur, de camions berne à ordures, de preneuses ainsi que des pick-up. À cette liste non exhaustive s'ajoutent des tracteurs, des motos et plusieurs équipements de salubrité tels que des balais et des pelles. Il est prévu des séances de renforcement de capacité du personnel de terrain. En mission pour l'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED et le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, la fêtière des entités en charge de la salubrité, GI2E, fortement motivée à réussir le noble pari qui est de permettre à la ville de faire véritablement bonne œuvre avant le démarrage de la prochaine CAN, qui est un événement d'envergure internationale prévu du 13 janvier au 11 février 2024. À la suite de la séance de Yamsoukro la semaine dernière, nous sommes là ce matin pour la présentation de notre dispositif additionnel à nos engins ici à Korogo, dans le cadre de la COCAN, parce que je pense qu'il y a le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, avec l'Agence nationale de gestion des déchets, qui ont décidé de faire de cette CAN une CAN zéro déchet dans toutes les localités où se joueront la CAN. Nous avons déjà pris des dispositions pour sécuriser la vie de Korogo en 4 secteurs. Et depuis le 1er décembre, nous sommes en train de mener une opération de mise à zéro des déchets dans les ménages, les dépôts sauvages, le désherbage des voies, le balayage et le curage des caniveaux. Donc ce matériel vient renforcer un peu le dispositif qui est mis en place. Cette remise de matériel de salubrité s'est soldée par une ambiance conviviale. Le sujet important de la déclaration des naissances est également au menu de cette édition. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a lancé la campagne « Mon nom n'est personne », une campagne pour promouvoir le droit fondamental à une existence légale. Ce mercredi 20 décembre 2023, dans ses locaux à Cocody, l'UNICEF a organisé une masterclass où des panélistes, autrefois de grands footballeurs, étaient présents pour expliquer l'importance de l'identification à l'état civil aux enfants, car sans acte de naissance, l'accès au sport et la réalisation des rêves sont compromis. Diane Blancan et Seth Ekissi. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a orchestré une masterclass autour de sa campagne novatrice intitulée « Mon nom est personne ». L'initiative vise à garantir qu'aucun enfant ne soit laissé sans extrait de naissance, un droit fondamental trop souvent négligé. Au cours de cet événement, des personnalités éminentes du monde du sport ont partagé leur parcours remarquable,
En tant que panélistes, ils ont réussi à mettre en lumière l'importance de l'identification à l'état civil. Leur message résonne profondément. Sans acte de naissance, ils n'auraient pas pu forger leur carrière sportive exceptionnelle. La formation des populations que l'ODC mène avec ses partenaires. Et cette fois, nos partenaires sont donc la fondation, notre compatriote, notre icône nationale, Sébastien Haller, et donc le bureau, la représentation de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Donc nous félicitons ces deux partenaires qui, par cette action, nous ont permis de pouvoir donc toucher les enfants eux-mêmes, parce que les sensibilisations qui ont été conduites jusque-là par l'ONESI, naturellement, vont faire les populations d'une manière générale. Je pense qu'il ne doit pas y avoir de réticence. Je pense que c'est tellement important, ça donne la chance, l'opportunité à l'enfant quand il grandit de pouvoir se faire un nom. Et donc je pense que c'est le devoir d'un parent de vraiment prendre ce sacrifice-là, d'enregistrer son enfant, parce que cet enfant-là va devenir quelqu'un qui va être la fierté de ce parent. Donc, Les participants ont pu reconnaître que l'enregistrement à la naissance est la clé qui ouvre les portes des opportunités. Sans certificat de naissance, ils ne pourront pas accéder ni avancer au monde du sport, encore moins réaliser leurs rêves. Pour ces futurs professionnels du football présent et qui rêvent d'embrasser ce métier, c'est plus qu'une satisfaction. Je suis heureux d'être venu ici participer avec mon équipe. Et je suis heureux aussi car ça peut m'apporter une chance d'accomplir mon rêve qui est d'être footballeur professionnel, comme Sébastien Haller, Salomon Kalou et bien d'autres. L'accent a été mis sur l'importance de garantir des chances équitables à tous les enfants. Au nom de l'UNICEF, l'engagement a été réaffirmé pour travailler main dans la main avec les jeunes générations, leur offrant des opportunités pour réaliser leurs aspirations et s'épanouir pleinement. Et puis, c'était la fête du côté de l'établissement scolaire primaire et élémentaire, la Pépinière des Deux Plateaux. L'établissement a célébré son 50e anniversaire lors d'un dîner gala. Ce dîner gala est le 4e et dernier événement marquant le 50e anniversaire de l'école primaire au programme français qui accueille les enfants de 2 à 11 ans. Des souvenirs ont été partagés au cours du dîner, en particulier ceux du couple fondateur de la Pépinière des Deux Plateaux, Jeanne et Eugène Gervais, Sandrine Kwame et Doumbia Ayouba. Élèves, anciens élèves, parents, enseignants, directeurs et personnels de l'établissement du groupe scolaire La Pépinière des Deux Plateaux se sont réunis au cours du dîner de gala pour célébrer les 5 décennies de l'école. Ce gala, marquant le 50e anniversaire, a été l'occasion pour eux de se souvenir de la croissance et du succès de l'école, puis de rendre hommage à la vision et au dévouement du couple fondateur, Jeanne et Eugène Gervais, qui ont conçu en 1973 cet établissement afin de cultiver les enfants, fleurs du savoir. 50 ans de la vie d'une école, d'une institution, c'est beaucoup plus que 50 ans de la vie d'un homme. Le bilan, c'est que en 50 années, donc de nombreux cadres de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, ont été formés. Et pour l'immense majorité des cadres qui sont passés par cet établissement, sont pour nous un objet de fierté. Des responsables qu'on retrouve de partout dans le monde. Voilà. Et c'est ça qui permet de... Et vous avez pu le constater, n'est-ce pas, on va au-delà de ce qu'on enseigne dans les programmes classiques. J'ai dirigé la pépinière de 1982 à 2010 et j'ai commencé avec un effectif assez réduit. Je suis partie de là avec un effectif 3 fois plus et je suis contente qu'aujourd'hui la pépinière fête ses 50 ans. En plus, je suis tellement contente parce que la pépinière reçoit les enfants de nos enfants. L'école reçoit la maternelle de la toute petite section à la grande section, les enfants de 2 à 5 ans, ainsi que l'élémentaire du CP au CM2. L'école se présente comme une solution efficace dans l'épanouissement et le développement des enfants grâce à un corps enseignant sélectionné à la perfection afin d'apporter aux enfants un suivi de qualité. Je suis arrivé à la pépinière en 1983
et j'en suis parti en classe de CM2 avec le CEP en poche. J'ai intégré la pépinière en 1973 en classe de CE1. Je pense qu'on est les premiers élèves parce que c'est nous qui avons ouvert la pépinière. Nos parents venaient de Plateau et puis bon, on est rentré dans cette école-là. Rappelons que Jeanne Gervais est la première femme à entrer dans le gouvernement ivoirien en 1976 au poste de ministre de la Condition féminine dans le 9e gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny. Elle fut jusqu'en 1960 directrice de l'école. SOS Village d'enfants a lancé l'atelier Tanti Bagage, dédié à l'autonomisation des jeunes filles. Ce projet vise à mettre fin à l'exploitation des jeunes filles, à les former pour qu'elles deviennent autonomes, entre autres. Plus de détails dans cet élément que signe Diane Cablancon et Setekissi. Sous le soleil accueillant de la Côte d'Ivoire, SOS Village d'enfants a orchestré un atelier crucial visant à capitaliser les résultats inspirants de leur projet novateur baptisé Tanti Bagage. Ce projet a pour objectif de soutenir l'autonomisation des jeunes filles, mettant ainsi fin à l'exploitation souvent cruelle qu'elles subissent. Aujourd'hui, nous avons un atelier initié pour la capitalisation des résultats d'un de nos projets au profit des jeunes, projet que nous appelons projet Tanti Bagage. Le projet a un nom assez marquant, qui est que nous voulons, ensemble avec les acteurs et les partenaires, mettre fin à ce phénomène d'exploitation de la jeune fille à travers le phénomène de Tanti Bagage. Alors, le projet aujourd'hui, entre autres objectifs, c'est de permettre de présenter les résultats du projet aux partenaires. L'atelier a rassemblé des participants dévoués, allant des jeunes bénéficiaires du projet aux partenaires engagés dans la lutte contre le travail des enfants. Aujourd'hui, comme l'a dit le MPD, c'est de capitaliser. Donc pendant, je dirais, 3 ans, ils ont reçu des fonds et aujourd'hui, ils mettent en place le projet Tanti Bagage qui vise à réinsérer les enfants en situation difficile. D'apprendre un métier. Le métier, c'est la pâtisserie. Mon rêve, c'était d'apprendre la pâtisserie et d'être une grande dame autonome d'aimer. La vision est claire. Développer des emplois locaux, offrant un environnement de travail sain, en formant ces jeunes filles à des métiers dignes. Le projet aspire à briser le cycle de la vulnérabilité, offrant ainsi un avenir prometteur aux générations futures. Note culture. La première édition du programme 1 des ateliers dénommé Forum des arts vivants d'Afrique s'est achevée à l'Institut national des arts et de la culture de Cocody. L'événement organisé par le collectif des acteurs culturels avait pour objectif de renforcer les capacités des professionnels de l'industrie des arts vivants, sensibiliser la population sur l'importance des arts vivants en tant que moteur de développement durable en Afrique et répertorier les différents corps de métier autour de cette industrie. Le thème principal de la première édition était l'industrie des arts vivants, moteur de développement durable pour l'Afrique. Michel Brou et Setekissi. Nous sommes à l'Institut national des arts et de la culture, à la salle Biti Moro. Ici, le programme 1 des ateliers du Forum des arts vivants d'Afrique voulait achever sa première édition en beauté. La salle a été prise d'assaut par les artistes et les amoureux de l'art. Les débats à cette occasion se sont articulés autour du sous-thème « La mobilité des artistes et des professionnels de la culture, quelle synergie d'action ». Ce sujet a permis d'aborder les questions de stratégie de développement culturel, les relations entre l'industrie des arts vivants, les différents aspects de la production de spectacles tels que la gestion financière ou la promotion. Les intervenants étaient des professionnels connus du monde des arts vivants, mais également des chercheurs spécialisés dans ces domaines. L'autre réalité, c'est que pour pouvoir voyager, pour pouvoir évoluer, il faut d'abord soi-même travailler d'arrache-pied, se former et travailler d'arrache-pied. Et il faut que les artistes se mettent en association. Il faut que les artistes se mettent en association pour aller demander qu'on les prenne au sérieux. Nous avons 2 axes principaux d'intervention. Il y en a évidemment d'autres qui peuvent être détaillés. Nous pensons que la circulation ne peut pas être déliée de la qualité de la production. Quand on veut circuler, il faut proposer des produits de qualité. C'était le lieu pour les organisateurs de rappeler l'importance de cet événement
pour le rayonnement de ce secteur et pour ses pratiquants. Vu que nos sociétés de formation sont transversales, il était évident d'avoir une activité fédératrice. Il n'y avait pas mieux que les arts vivants. D'où est né le FAVAS. Comme vous pouvez le constater, sur toutes nos plaquettes de communication, des panels de conférences, des masterclass, des partages d'expériences, des réseautages. Et le FAVAS, avec cette édition, permet au public de découvrir ou de réapprendre. La première édition du programme 1 des ateliers du Forum des arts vivants d'Afrique a enregistré 300 participants pour le volet scientifique. Elle a vu la remise de 107 certificats aux participants des 11 sessions de formation de l'AFAC. C'est autour d'un concert que prendra fin cette première édition avec plus de 500 spectateurs attendus pour revisiter les performances locaux et de la sous-région. L'écrivaine Pélagie Djadou a récemment sorti sa première œuvre intitulée « L'or rouge, 9 mois comme 9 jours ». Ce roman d'environ 100 pages traite de la vie tumultueuse de Nina, une jeune fille qui s'adonne aux vices de la jeunesse avant de prendre conscience de sa dérive. Une prise de conscience qui sera récompensée par la rencontre de l'homme de sa vie. Mais les démons du passé refont alors surface. Le commentaire de Konina Nourgo. Après les secteurs de la téléphonie mobile, des médias, du social et de l'événementiel, Pélagie Djadou amorce ce jour sa carrière d'écrivaine. Premier ouvrage de cette carrière littéraire, un roman d'environ 100 pages intitulé « L'or rouge, 9 mois comme 9 jours ». Ce que je veux véhiculer comme message, c'est de demander aux jeunes filles ou à la jeunesse de façon générale de faire attention à ses choix de vie. Parce que quand on est jeune, on a l'impression qu'on sait ce qui est bien pour nous ou que nos choix sont les meilleurs pour notre avenir. L'or rouge, 9 mois comme 9 jours, parle de l'enfance bousculée de Nina. Jeune fille, le personnage du roman a vécu une jeunesse pas très catholique avant de se ressaisir. Mariée à Yannick, après leur rencontre, la vie de débauche de Nina refait surface. À peine sortie, L'or rouge, 9 mois comme 9 jours, fait déjà sensation. La femme porte le monde. Et si nous sensibilisons les jeunes filles maintenant, c'est un avenir meilleur qu'on prépare. Et aujourd'hui, cette cérémonie-là, pour moi, ça marque le début d'une grande tournée, comme on l'a annoncé. Et la qualité des invités, la qualité des personnes présentes me rassure sur l'enjeu que nous avons nourri, sur l'enjeu que nous chérissons. Je demande à tout le monde, à toutes les jeunes filles, à toutes les mamans, à tous les papas, d'encourager la lecture de ce livre-là parce que c'est un chef-d'œuvre qui va vraiment apporter quelque chose en plus à l'éducation qu'on donne à nos jeunes sœurs. Titulaire d'une licence en anglais et femme engagée contre les VBG en milieu scolaire et universitaire, Pélagie Djadou est née à Mbengue, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Son leitmotiv, l'amour du travail bien fait. En images, pour finir, le Nigeria qui a vu sa production de pétrole baisser ces dernières années à cause des vols de brut, des actes de vandalisme ciblant les infrastructures et de la chute des nouveaux investissements, a décidé d'offrir de nouvelles incitations aux investisseurs dans les secteurs du pétrole et du gaz naturel en vue d'augmenter sa production d'hydrocarbures. Bemba Komolafe, le directeur général de la commission de régulation de l'amont pétrolier, a révélé que les nouvelles mesures incitatives comprennent le remplacement des primes à la signature, les paiements effectués par les entreprises au gouvernement lors de la signature des contrats, par des sommes forfaitaires pour la production. Et puis, selon la Banque mondiale, les envois de fonds vers les pays à revenus faibles et intermédiaires ont augmenté d'environ 3,8% en 2023, 669 milliards de dollars. C'est la somme en progression de 3,8% par rapport à 2022 envoyée par les immigrés. Pour l'Afrique, la tendance devrait encore s'accélérer en 2024. Voilà qui met un point final à cette édition sur Business 24 Africa, une édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité.